Bonjour. Donc on reprend à travers ce troisième cours la discussion sur l'infection par le VIH et la façon dont nous essayons de nous défendre contre ce virus. Donc, je ne vais pas rappeler ce que nous avons discuté la semaine dernière, qui en termes de chapitre figure sur cette diapositive, et on va reprendre la discussion au niveau du concept de réservoir viral, dont a aussi discuté Moncef Benkiran la semaine dernière. Donc on va rediscuter aujourd'hui, et je pense qu'on entendra encore un peu parler pendant le séminaire de Nicolas Manel ensuite, parce que c'est aujourd'hui un aspect absolument central de l'infection par le VIH, comme on va le voir dans un instant, et des futurs progrès, espérons-le, du contrôle de cette infection. Donc les éléments que nous allons discuter à propos du réservoir persistant de génome viral dans certaines cellules chez les patients sous traitement par les médicaments antirétroviraux sont le fait qu'il est important de se poser cette question parce que le traitement par lui-même a ses limites, c'est une évidence, on va le voir rapidement. Donc on va discuter de la génération du réservoir, essayer d'avoir quelques notions quantitatives, les caractéristiques de ce réservoir, comment il est généré, sa nature, enfin où il est localisé, la nature des cellules, le mécanisme de la persistance, et puis discuter de savoir s'il est possible aujourd'hui d'attaquer le réservoir. Est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui permettraient d'en venir à bout, ce qui serait évidemment une très bonne nouvelle. La réponse immédiate, si vous l'attendez, c'est malheureusement non à ce jour. Donc, je vous rappelle que les traitements antirétroviraux tels qu'ils sont administrés maintenant depuis une vingtaine d'années ciblent plusieurs molécules du virus, notamment la reverse transcriptase, protéase, intégrase, et en combinant des médicaments donc, qui ont des actions différentes, c'est le même principe avec les combinaisons d'antibiotiques pour traiter des infections bactérielles, cela permet de diminuer considérablement le risque de résistance. Je vous rappelle néanmoins que le virus mute à toute grande fréquence et donc est capable de résister notamment aux attaques du système immunitaire, mais aussi à des médicaments qui sont donnés de façon isolée très rapidement. Mais néanmoins, les trithérapies, comme on dit, l'utilisation de 3 médicaments, voire plus, simultanément, permet de ne pas observer de résistance du virus. Donc l'effet du traitement est de bloquer la réplication virale, de ce fait de bloquer la nouvelle infection de lymphocytes TCD4 notamment, et leur destruction directe et indirecte, et donc progressivement de restaurer un pool de lymphocytes TCD4, de ce fait de réduire le déficit immunitaire, donc les conséquences, les infections, et de prévenir le décès. Les personnes qui sont traitées ainsi vivent aujourd'hui raisonnablement bien, même pour certains, comme l'a rappelé Moncef Benkiran la semaine dernière, très bien, sans infection et sont en bonne santé. Mais il y a un mais dans cette affaire, c'est qu'il y a donc un réservoir de cellules infectées par le virus qui résiste à ce traitement et qui empêche que ce traitement soit curatif, c'est-à-dire permettre d'obtenir une guérison et l'interruption du traitement. Et donc les limites de ce traitement, il y en a plusieurs. D'abord, il faut que les gens ingèrent un certain nombre de médicaments, encore que les solutions sont en train d'apparaître de relative simplification de l'administration des médicaments. Je ne vais pas discuter cela. Évidemment, sur des traitements au long cours, se pose le problème d'observance. Les patients, au bout d'un moment, peuvent se lasser et arrêter leur traitement. Et les conséquences, on va les voir dans une seconde. Ces médicaments ont des effets secondaires qui peuvent apparaître moyen et long terme, notamment de complications athéromateuses. Ces médicaments coûtent cher et ne sont pas disponibles sur l'ensemble de la planète. Et je vous rappelle les chiffres que je vais indiquer la semaine dernière, excusez-moi. Il y a environ 18 millions de personnes infectées aujourd'hui qui ne sont pas traitées. Donc, près de la moitié des gens infectés par le VIH dans le monde ne sont aujourd'hui pas traités. Donc tout ça justifie de cibler ce fameux réservoir. Et d'ailleurs, ah non, ça va apparaître plus loin. Voilà, ça sera là, mais il y a un autre élément que je voulais indiquer, je voulais écrire un tout petit peu plus loin. Et ce réservoir, on peut très rapidement le mettre en évidence. Si on quantifie l'ARN ou a fortiori l'ADN viral. L'ARN viral, il y en a très peu chez les sujets sous traitement. Vous avez ici l'image de la situation ici où on mesure l'ARN viral au niveau de tissus de sujets, donc avec des biopsies qui ont été faites au niveau d'organes lymphoïdes ou de rectum. Évidemment, ce sont des situations particulières. Et ici, l'ADN viral dans des ganglions lymphatiques et le rectum chez des sujets traités après 24 mois, 68 mois, donc ça fait plus de 5 ans. Donc ici, les ganglions et le rectum. Et vous voyez, alors que au niveau ARN, on détecte chez les sujets infectés de façon identique au niveau des ganglions lymphatiques et du rectum, le point ici intéressant, c'est qu'au niveau des ganglions lymphatiques, la charge virale en ADN
associés aux cellules qui sont présentes dans ces ganglions est réduit d'environ entre 17 et 18. En moyenne, c'est à peu près ici 5-17, donc 50 millions de particules virales, 50 millions de cellules infectées par gramme d'organes lymphoïdes, est réduit à 100 000, donc c'est-à-dire un gain d'environ un facteur 1000 grâce au traitement antirétroviral. Néanmoins, il reste environ, donc, comme vous pouvez lire, centaines de milliers de cellules dans ce contexte de cette expérience-là. Ça ne bouge pas trop au niveau du rectum. Et alors, un des éléments qu'on va rediscuter à plusieurs reprises dans la première partie du cours d'aujourd'hui, c'est que parmi les cellules lymphocytaires dans lesquelles on détecte le virus, le génome viral plus exactement, seulement une partie est capable de le répliquer, c'est-à-dire que le génome viral est intact. C'est quelques pourcents seulement de l'ensemble des cellules qui contiennent le génome viral sont capables éventuellement de répliquer le génome viral, ce qui complique les analyses. De façon très schématique, cette latence, on va y revenir de façon plus détaillée tout à l'heure. À travers ce schéma, vous avez ici un schéma d'infection de lymphocyte CD4 par le virus qu'on va ici retrouver sous forme du complexe de préintégration de l'ADN qui a été rétrotranscrit de l'ARN viral dans cette cellule, situation qui, à ce stade, avant intégration, instable, donc éventuellement, il arrive que la cellule s'en débarrasse, c'est ce qui se passe ici, là. Tout va bien, mais à droite, il y a intégration, et donc lors de l'activation cellulaire en particulier, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la transcription des gènes du virus et du génome constitutif des virus et la production de particules virales et en gros la mort cellulaire directe, indirecte, je n'insiste pas. Mais une petite fraction de cellules vont survivre avec la présence du génome viral intégré, mais avec peu ou pas, c'est peut-être pour ceux qui étaient là la semaine dernière se rappelleront des éléments de discussion qu'a indiqué Moncef Benkiran sur cette question, peu ou pas de transcription du génome viral. Mais pour simplifier, au moins pour l'instant, des situations peut-être où il n'y a pas du tout de transcription du génome viral. Donc la cellule contient le génome du virus, mais pas de protéines du virus, ne produit pas évidemment de particules virales et est invisible du système immunitaire. Donc ces cellules persistent, c'est une fraction de celles qui sont détectées ici, dans le ganglion lymphatique, et dans des contextes d'activation, un tout petit peu schématique ici, peuvent se mettre à répliquer le virus et donc à ce que l'infection reprenne s'il n'y a plus de traitement antirétroviral. Donc c'est schématiquement cette situation. Donc évidemment, en soi, la présence de ce pool de cellules infectées de façon latente ou presque latente de ce réservoir est, comme indiqué, une barrière à la guérison de l'infection. Et le traitement n'ayant pas d'action sur le pool latent, puisque les différents médicaments agissent sur les différentes étapes biologiques du cycle du virus, et ce cycle du virus n'est pas en jeu quand le génome viral n'induit pas de transcription de l'ARN et a fortiori la présence de protéines virales. Donc ces cellules peuvent être détectées chez ces sujets, on vient de le voir, et l'élément absolument essentiel, il est indiqué en bas en bleu, c'est si un patient arrête son traitement, au bout de 2 à 3 semaines, donc ça va extrêmement vite, il y a une reprise de la réplication virale, une reprise de la production de particules virales et une reprise complète de tout le processus de destruction du système immunitaire, de déficit immunitaire, etc. etc. Donc c'est vraiment un obstacle tout à fait fondamental à la problématique de la guérison de l'infection. Alors, une des questions, c'est l'estimation quantitative de ce réservoir. Combien parmi l'ensemble des lymphocytes CD4, voire d'autres cellules, ce dont je discuterai à peine ici, mais il faut penser qu'il n'y a pas forcément que dans les lymphocytes CD4 que ce génome viral puisse persister. Combien de cellules? Donc, il y a toute une série de tests qui ont été mis au point, je vais en discuter un instant. Mais ce n'est pas si simple, parce que la seule façon vraiment indiscutable de quantifier parmi un échantillon de cellules d'un sujet infecté et sous traitement, donc chez lequel il n'y a plus d'infection active. La seule façon de quantifier les cellules qui contiennent le génome viral effectivement complet, c'est-à-dire capable de reprendre éventuellement un cycle de transcription, de réplication, etc., c'est d'arriver à déclencher la reprise de la transcription du virus. Est-ce qu'on est capable de déclencher dans 100% des cellules du réservoir la transcription du virus? En gros, la réponse est non. Donc on n'a que des estimations de cette façon de faire. Donc, en gros, la façon de procéder est assez simple sur le principe, mais techniquement critiquable sur bien des aspects. Donc à partir de lymphocyte CD4, par exemple, prélevé du sang d'un individu infecté sous traitement antirétroviral et avec une charge virale extrêmement faible, telle qu'elle est détectée au niveau plasmatique, on stimule les lymphocytes T, en fait on mime une réponse immunitaire
avec des anticorps monoclonaux qui vont activer les lymphocytes T. Et on sait, dans des contextes plutôt favorables, on sait que cette activation des cellules est susceptible d'induire la reprise de la réplication virale. Mais susceptible de, ça ne veut pas dire que ça va marcher dans 100% des cas. Alors après, il y a des tas de trucs qui sont utilisés pour rendre plus sensible cette induction et pour visualiser et quantifier plus facilement la reprise de la transcription du virus, on utilise souvent des systèmes artificiels dans lesquels on colle un gène reporter sous le contrôle de la partie qui régule la transcription du virus dans les cellules, et ça sera la lecture du gène reporter qui s'exprime sous forme de fluorescence ou autre qui va permettre de quantifier ces cellules. Alors, il y a toutes sortes les techniques les plus classiques donnent des résultats qui sont de l'ordre de, c'est ce qui est ici, le Viral Outgrowth Assay, c'est le schéma classique, permet d'identifier environ une unité, en ordre de grandeur, une unité infectieuse pour 1 million de cellules. Mais par exemple, dans ce papier-là, qui est cité ici, par une méthode un peu plus sensible en utilisant ces techniques, ils arrivent à en quantifier un peu plus, puisqu'ils arrivent à peu près presque 50 cellules susceptibles de reproduire des particules virales après restimulation pour 1 million de lymphocytes CD4. Bon, l'estimation, la réalité est probablement quelque part entre les deux. Et c'est encore une fois pas si simple, mais ça donne un ordre de grandeur, 1 sur 1 million, 1 sur 100 000 cellules, et ce qui a en nombre absolu au niveau de l'ensemble des organes lymphoïdes d'un individu, probablement quelque chose entre 100 000, 1 million ou un peu plus de cellules qui constituent ce fameux réservoir. Une difficulté, encore une fois, comme je l'ai déjà indiqué, mais c'est illustré sur cette diapositive, est le fait que parmi les cellules qui contiennent le génome viral, chez ces sujets, donc encore une fois, infectés, traités et qui ne répliquent pas pour l'essentiel le génome viral, il y a beaucoup de ces cellules qui contiennent un génome viral défectif, délété, où il y a eu des mutations, donc où ce génome viral est incapable d'induire la reprise d'une réplication. Donc ces cellules-là ne posent pas de problème, entre guillemets, ce n'est pas un réservoir susceptible de faire reprendre le processus infectieux. Donc en espèces d'images qui sont ici, chaque demi-sphère ici représente la quantité de cellules dans lesquelles on trouve du génome viral, qui est variable d'un individu à l'autre. C'est petit ici et beaucoup plus chez celui-ci. Mais vous voyez, il y a 3 niveaux. Donc le niveau le plus large, c'est constitué de l'ensemble des cellules dans lesquelles on trouve le génome viral. Et tout ce qui est en bleu-violet correspond, et c'est l'essentiel, comme vous pouvez le voir pour chacun des exemples, est constitué de cellules dans lesquelles la réplication ne peut pas être fonctionnelle. Donc ces cellules ne constituent pas à proprement dit le réservoir. Et si on fait des études par séquençage du génome viral, on les détecte, d'où la difficulté. Donc dans les techniques, à nouveau, si on essaye de faire reprendre la transcription et la réplication virale, on va trouver par exemple dans cette expérience-là une cellule pour 1 million. Si on compte combien il y a de cellules dans lesquelles on trouve un provirus présent mais dont on n'arrive pas à induire la réplication, on en trouve dans ces exemples-là 10 fois plus. Et si on compte le nombre de cellules qui contiennent du génome viral, mais encore une fois très souvent défectif, on en a encore 10 à 100 fois plus. Mais évidemment, ce sont ces cellules-là qui comptent, pas les autres. Donc le petit cercle jaune, qui ne représente qu'une fraction variable, et que vous voyez assez faible, sauf peut-être dans ce cas-là, de la quantité des cellules présentes chez un individu infecté, traité et qui ne réplique pas. Donc la difficulté, c'est d'identifier quelque chose qui est le réservoir détecté de ces deux types de situations qui sont a priori non pathogènes pour la reprise de la réplication virale, mais avec un élément de complexité, c'est quelque part entre la demi-sphère jaune et la demi-sphère rose, il y a une fraction de ces cellules qui sont peut-être capables in vivo de reprendre la réplication virale, ce que l'on n'arrive pas à obtenir in vitro. Donc la réalité biologique qu'on n'arrive pas à maîtriser complètement en termes de fréquence est quelque part entre la fréquence des cellules jaunes, entre guillemets ici, et des cellules roses ici. Donc quelque part ici entre 1 et 10 schématiquement. Alors, les caractéristiques de ce réservoir, ce qu'on sait, on va y revenir dans un instant, c'est qu'il est probablement établi très très précocement lors de l'infection, dans les premiers jours qui suivent l'infection, on verra ça tout à l'heure. Le nombre, on a vu les variations, quelque part entre 0,2 et 50 lymphocytes T CD4 par million de lymphocytes CD4. Un élément très important, je vais vous montrer des données dans un instant,
c'est que ces cellules sont à très longue durée de vie, par des estimations successives chez les mêmes individus au cours du temps. On peut établir que la demi-vie de ces populations du réservoir est de 44 mois. Donc on va, par un calcul simple, on aboutit très vite à l'idée qu'on n'a aucune chance dans la vie d'un individu d'observer spontanément la disparition de ce réservoir, car il est quasiment stable au cours du temps. Il n'est pas tout à fait stable, puisqu'il y a quand même une durée de 44 mois, mais vous allez voir, la pente de décroissance est extrêmement faible, ce qui implique que comme il y a une mort cellulaire, il y a une compensation de la mort cellulaire, c'est-à-dire que les cellules de ce réservoir, de temps en temps, sont capables de se diviser, malheureusement. Donc le réservoir, peu ou prou, se maintient en un nombre à peu près constant chez un individu au cours du temps. Donc les questions que cela pose, elles sont évidentes, et on va les discuter. Elles concernent le mécanisme par lequel donc, le réservoir est constitué, donc précocement au cours de l'infection, comment il persiste, et à nouveau, ce sera le dernier point qu'on évoquera, est-ce qu'on est capable de s'en débarrasser de ce fameux réservoir de lymphocytes T CD4 qui contient le génome viral. Donc voilà justement la demi-vie du réservoir telle qu'elle a été estimée dans des travaux qui datent maintenant déjà d'il y a quelques années, ça fait presque 20 ans. Donc chaque courbe en pâle indique le nombre d'unités infectieuses pour 1 million de lymphocytes T CD4, selon les techniques que je vous ai brièvement décrites tout à l'heure en termes d'analyse, en fonction du temps. Donc ce sont des analyses séquentielles entre 0 et 44 mois ici, après le moment de l'infection. Et vous voyez qu'il y a une certaine variabilité individuelle, mais qu'on peut extrapoler qu'en moyenne, le temps moyen de décroissance d'un facteur 2 du réservoir tel qu'il est mesuré au niveau des lymphocytes T CD4 du sang, il y a évidemment plein de limites à ces analyses, c'est 44 mois. Donc pour éradiquer, ça représente environ 100 000 cellules dans le corps d'un individu, et donc pour revenir à bout, il faut 60 ans. Donc évidemment, ceci n'est malheureusement pas ce que l'on peut espérer de façon satisfaisante sur un plan médical. Donc ces cellules persistent avec un équilibre entre mort et prolifération. Donc, très schématiquement, ça, ce sont des choses maintenant, je pense pour vous, qui vont être simples, mais pour rappeler la situation, donc lors de l'infection, et pour l'instant je ne considère que les lymphocytes TCD4, donc on a un pool de lymphocytes TCD4, le petit rectangle rouge à la surface de la cellule est censé schématiser une molécule CD4 parmi les quelques dizaines de milliers qui sont présentes. Donc une fraction de ces cellules vont être infectées, les petites boules sont censées représenter la production de virus. Donc ces cellules vont mourir, ainsi qu'une fraction des cellules non infectées, je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais parmi ces cellules, il y en a quelques-unes donc, qui sont marquées par la petite boule noire ici, qui est juste symbolique bien sûr, sont des cellules dans lesquelles le génome viral est intégré quelque part dans la cellule. En général, il y a une copie par génome cellulaire, et donc on discute de ce réservoir constitué de ces cellules-là, génome viral intégré, peu ou pas transcrit, et pas de production de particules virales. Cette diapo a juste pour but de schématiser ce que l'on a vu jusqu'à présent. Alors, le moment de l'établissement du réservoir, il a été assez bien étudié par des expériences permettant de tester in vitro à quel stade l'infection et surtout l'établissement de la, entre guillemets, latence est susceptible de s'établir. Évidemment, ce sont des données in vitro, donc l'extrapolation ne peut pas être complète avec ce qui se passe in vivo, mais néanmoins qui sont intéressantes. Le résumé des données, il est sur ce schéma. C'est qu'en gros, si vous considérez le temps zéro d'une activation d'un lymphocyte T, et on considère ici les 12 premiers jours, il va y avoir une évolution évidemment des caractéristiques de la population de ces lymphocytes T, et s'ils sont infectés au même moment, donc elles sont activées, il y a aussi une évolution des caractéristiques, par exemple, de la transcription des gènes du virus. Et la zone clé dans laquelle va se faire l'infection qui va donner naissance à la latence, on va voir ça avec les données expérimentales dans un instant, se situe, comme vous pouvez le lire ici, probablement entre 6 et 12 jours après le moment de l'infection et un moment de l'activation. C'était un moment où, dans notre jargon d'immunologiste, les lymphocytes T CD4 qui étaient au repos après avoir été activés ont évolué d'un statut de cellules effectrices, donc de cellules qui ont été activées et qui sont capables d'être impliquées dans une réponse immune en produisant des cytokines, par exemple, de telle ou telle cytokine, peu importe les détails, mais dans une phase évolutive avec une modification de son programme transcriptionnel et l'expression d'un certain nombre de molécules en cellules dites mémoire, qui sont à nouveau relativement au repos, et donc vers ce stade qui est le stade de lymphocyte TCD4 mémoire, qui, comme vous
vous le savez probablement, ont une très très longue durée de vie de dizaines d'années. Donc c'est dans cette phase-là que la situation est la plus favorable pour l'établissement du réservoir, pour une série de raisons. La première est l'expression, c'est sur la courbe bleue ici, à la surface de ces lymphocytes T du récepteur de chemokine CCR5, qui, comme vous le savez, est celui-là CCR5 ou CXR4, mais en général pour les lymphocytes T, CD4, c'est CCR5, et est un récepteur membranaire qui permet l'infection par fusion de la glycoprotéine d'enveloppe du virus avec la membrane de la cellule. Donc la forte expression de CCR5 est un facteur favorable, et le faible, qui a un niveau de transcriptionnel, notamment des gènes du virus faible, est également favorable. Il y a un troisième facteur favorable qui n'est pas sur cette diapositive, c'est une grande disponibilité à ce stade de différenciation des cellules en déoxynucléotides permettant la phase de rétrotranscription du génome viral. Donc ça, c'est le résumé de données que je vais vous montrer maintenant sur un plan expérimental d'un travail qui a été publié l'année dernière, qui a consisté à utiliser, donc c'est un modèle totalement artificiel, bien naturellement, où sont infectés des lymphocytes TCD4 d'un individu sain, donc il n'a pas l'infection, un virus qui est modifié pour intégrer une protéine fluorescente, GFP, donc ce qui va permettre par fluorescence très simplement de voir et de quantifier la présence des particules virales. Donc le schéma expérimental est d'activer les cellules avec 2 anticorps monoclonaux qui, encore une fois, miment l'activation d'un lymphocyte T, mais par un antigène, sauf que tous les lymphocytes T, en gros, sont activés par cette méthode, et ensuite donc, de suivre l'évolution des cellules dans la phase donc, où elles vont acquérir ce phénotype mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on regarde ici, non pas la latence, mais la fraction de lymphocytes T dans laquelle le virus va entrer, en fonction du phénotype et du moment, c'est-à-dire si on regarde les lymphocytes T naïfs, les lymphocytes mémoire, ou des cellules à J3, J6, J9, vous voyez que l'entrée se fait mieux après 6 jours ou 9 jours d'activation que sur des cellules naïves à la phase initiale. Si on regarde l'entrée en fonction du niveau d'expression de CCR5, le récepteur de chemokine, je vous ai déjà dit qu'il joue un rôle important dans cette affaire, vous voyez que les cellules qui n'expriment pas CCR5, dans les cellules qui n'expriment pas CCR5, il y a extrêmement peu de pénétration du virus, alors qu'à J6 et J9, au stade où, excusez-moi, j'ai trompé de sens, où CCR5 est fortement exprimé, on est ici, la pénétration est optimale, puisque vous voyez, environ 20 à 30% des cellules, dans 20 à 30% des cellules, vont être détectées le virus fluorescent. Donc ça, c'est juste cette expérience ne montre que l'entrée des cellules, pas des cellules, l'entrée du virus, excusez-moi. Et l'étape clé est ici, c'est qu'après, on peut donc regarder, selon 2 techniques différentes, la fréquence de cellules qui vont produire des virions, donc ce ne sont pas les cellules qui nous intéressent ici, puisque celles-là, elles vont immédiatement elles vont mourir, elles ne vont pas donner naissance à un réservoir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici, c'est la cinétique d'infection qui va conduire à une infection latente. Donc là, le schéma expérimental est un peu compliqué, parce que les cellules vont être maintenues en culture pendant un long moment. On va éliminer les cellules qui sont fluorescentes pour éliminer celles où il y a une production du virion, et on va regarder au bout de 28 jours, à nouveau, si on peut déclencher la réplication virale, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc c'est un schéma un peu compliqué, mais qui donne une estimation, c'est certainement pas parfait, de la fréquence d'infection induite, donc en fonction du moment où on a infecté les cellules. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'infection productive, vous voyez que là, c'est parallèle à la fraction de nombre la fraction de lymphocytes TCD4 infectés, l'optimum est après 6 à 9 jours, c'est-à-dire si on infecte les cellules au moment où elles expriment fortement CCR5. Mais le point important, il est ici, avec l'expérience qui va suivre, c'est le fait que la fraction de cellules qui sont potentiellement donc dans ce cycle latent, c'est de l'ordre de 0,1 à 0,2%, vous voyez que les cellules les plus sensibles sont les cellules qui sont infectées après 6 à 9 jours, donc à nouveau qui correspondent au moment où l'expression de CCR5 est forte, mais aussi le programme transcriptionnel viral faible. Donc, la conjonction des astres favorables à l'établissement de la latence. Et ce qui suggère qu'in vivo, ça se passe vraiment à ce moment-là, ce sont des expériences évidemment encore tout à fait artificielles, mais qui montrent le rôle de la réponse immune dans cette affaire. C'est exactement le même schéma expérimental, donc avec plein d'artifices dont il faut être conscient, donc dans les limites expérimentales, parce que les lymphocytes TCD4 utilisés dans ces expériences, on les a modifiés en introduisant un gène qui favorise leur survie, donc on limite la mort cellulaire.
donc le gène c'est BCL2, on les infecte donc avec un virus. Ça, c'est exactement le même schéma expérimental que ce que je viens de vous indiquer, mais l'élément supplémentaire ici, c'est qu'on va ajouter des lymphocytes autologues pré-stimulés par des peptides du virus, des peptides de la protéine GAG. Autrement dit, on va tester la question suivante. Est-ce que l'adjonction de lymphocytes TCD8 potentiellement cytotoxiques capable de tuer des cellules infectées par le virus va limiter ou pas limiter l'établissement de ce pool latent? Et donc on les laisse 15 jours, on sélectionne les cellules qui n'expriment pas GFP, donc des cellules qui ne produisent pas le virus, donc celles que, a priori, sont en cycle latent. On attend, encore, si je me souviens bien, au total c'est 28 jours, on les réactive afin de mesurer, comme on le peut, la fraction de cellules initiales après infection qui constitue le réservoir. Il faut être encore une fois conscient du caractère expérimental et artificiel de ce système, mais qui donne une idée qui n'est pas inintéressante, parce que donc on peut comparer la fréquence de nombre de lymphocytes TCD4 infectés de façon latente. Il y a trois situations ici, en fonction de l'adjonction ou non de ces fameux lymphocytes CD8 cytotoxiques. Et vous voyez immédiatement la différence, que ce soit l'individu numéro 12, numéro 19 ou numéro 29, c'est qu'il y a une réduction très significative de la fraction de lymphocytes infectés de façon latente, telle que définie dans le schéma expérimental que je viens de vous dire. Excusez-moi, je vais y arriver quand même, à peu près, j'espère. Donc ceci tente à penser que l'induction précoce d'une réponse immune, notamment CD8, c'est un peu plus compliqué que cela, mais cytotoxique, capable de tuer des cellules qui contiennent des particules virales, limite la constitution du pool de cellules latentes. Et donc, ça a été indiqué par Moncef Benkiran la semaine dernière, et on va y revenir. Il est possible que les sujets les plus résistants soient les sujets qui montrent la réponse immune la plus rapide et la plus intense et la plus efficace en termes de capacité de détruire les cellules infectées. Et ce qui veut dire que si un jour on veut espérer une vaccination efficace, il faudra être capable d'induire une telle réponse cytotoxique puissante contre le virus. Mais en tous les cas, cela démontre le rôle de la réponse immune comme élément de limitation de l'établissement de ce pool de cellules latentes. Alors cela le démontre, j'insiste, encore une fois avec prudence, à travers des modèles expérimentaux qui sont assez loin de la réalité in vivo de ce qui se passe chez les patients. Mais enfin. Alors, un autre élément intéressant, c'est à propos de la nature et la localisation des cellules qui constituent ce réservoir latent. Ce sont des expériences ici qui ont été effectuées chez les singes infectés par le virus d'immunodéficience simien, le CIV, donc qui provoque un sida chez ces singes, où est aussi regardé donc, dans quelles cellules sont présentes au niveau des ganglions lymphatiques l'ADN du virus, et au sein des lymphocytes TCD4. Et de façon tout à fait impressionnante, je pense que ces données, si elles sont, et probablement elles le sont, confirmées chez l'homme, sont d'intérêt, et même probablement d'intérêt pratique, c'est que ce n'est pas dans n'importe quel lymphocyte TCD4 présent dans les ganglions lymphoïdes que l'on détecte le virus, même s'il y en a un peu partout, on le détecte essentiellement dans une population donnée qui est marquée ici par P-C+. Qu'est-ce que ça veut dire P-C+? Ce sont des cellules qui n'expriment pas une molécule qui s'appelle PD1, je reviens dans un instant sur leur nature, sur ce qu'est PD1, et qui expriment par contre une autre molécule qui s'appelle CTLA4. Donc PD1 et CTLA4, ce sont deux molécules exprimées à la surface des lymphocytes T, et notamment les lymphocytes régulateurs, mais aussi des cellules effectrices chroniquement stimulées, et qui sont des molécules qui régulent, qui inhibent la réponse immunitaire. Ce n'est pas l'objet ici de la discussion. Le point intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir à nouveau, je répète, on retrouve de façon consistante, parmi les lymphocytes CD4 mémoire qui contiennent le virus sous forme d'ADN au niveau des ganglions dans ces expériences chez le singe, ce sont ces cellules-là, CTLA4 positives, PD1 négatives, qui sont impliquées. Donc un certain contingent avec une certaine caractéristique des populations. Et il est possible qu'il en soit le même chez l'homme. Il y a quelques travaux qui vont dans ce sens. Au niveau des ganglions lymphatiques, vous avez ici des images et une quantification du virus en rouge, de la molécule CTLA4 exprimée à la surface de beaucoup de lymphocytes T, mais pas tous, ou de PD1.
Et au niveau ici, géographiquement, anatomiquement d'un follicule qui contient des lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes T, il y a une colocalisation du génome viral et de CTLA4 en vert. Donc la quantification, c'est que parmi les cellules qui contiennent l'ADN viral, donc chez des patients, donc des organes lymphoïdes de patients, excusez-moi, c'est absolument terrible. Donc vous avez ici 6 individus étudiés, les organes lymphoïdes de 6 individus. Vous voyez que l'immense majorité des cellules qui contribuent au réservoir, en tous les cas, qui contiennent l'ADN viral, sont en vert, et les cellules en vert sont les cellules CTLA4 positives, PD1 négatives, comme chez le singe, dans l'expérience faite là-haut, et que le contingent émanant des autres populations est faible. L'explication de ce phénomène, je ne la connais pas, je ne suis pas sûr que quelqu'un la connaisse. Est-ce que ces lymphocytes T qui expriment CTLA4 sont des lymphocytes T régulateurs? Ce n'est probablement pas le cas, mais on peut se poser la question. Mais l'intérêt, en tous les cas, même si on ne comprend pas ce phénomène aujourd'hui, c'est qu'on identifie une population qui exprime de façon préférentielle, pas exclusive, une molécule qui est à la membrane, qui s'appelle CTLA4, donc qui offre peut-être, c'est une piste parmi d'autres, un moyen de cibler cette population avec des anticorps dirigés contre cette molécule en l'occurrence, et en plus de ce type d'anticorps existe. Une autre façon d'analyser le répertoire qui va permettre de poser des questions sur la façon dont il se maintient, c'est d'étudier où le génome viral s'intègre. Vous vous souvenez que donc, le génome viral s'intègre quelque part dans le génome, ça ne se passe pas au hasard, ça se passe dans des gènes, dans des introns, pas n'importe où dans le génome. Et une fois qu'il est intégré, toutes les cellules filles de la cellule dans laquelle l'intégration s'est faite portera la même intégration exactement dans la même zone du génome, une espèce de signature d'intégration. Donc on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des modifications de ces signatures dans les populations en fonction du temps et en fonction du type de contrôle de l'infection. Est-ce que cela nous apprend quelque chose sur la constitution du réservoir de lymphocytes CD4 contenant le virus non ou peu répliqué? À gauche est indiqué les techniques par lesquelles sont analysés finement le site d'intégration. Je ne vais pas entrer dans le détail. En gros, ce sont des méthodes de PCR un peu particulières qui permettent, en ajoutant des morceaux connus de séquences d'ADN aux morceaux d'ADN coupés, et en faisant la séquence, de savoir exactement la zone frontière entre le génome humain et le génome du virus. Et on peut, par la connaissance naturellement de la séquence du génome humain, de savoir exactement où ça se passe, je dis n'importe quoi, au 259 millième nucléotide du chromosome 3, par exemple, etc. etc. Donc on peut analyser ce qu'il en est, et si on regarde les caractéristiques, on s'aperçoit que la majorité des intégrations sont dans des gènes, c'est vous voyez, 70% dans ce groupe d'individus dont je vous reparlerai tout à l'heure. Pour l'instant, je n'ai pas introduit cette notion, qui contrôle bien le virus, mais c'est la même chose chez d'autres malades qui ne contrôlent moins bien le virus, ce n'est pas la question ici. Vous voyez, c'est tout pareil, donc l'intégration n'est pas impliquée ici. Est-ce qu'il y a des variations en fonction du niveau d'expression du gène dans lequel se fait l'intégration, puisque dans la majorité des cas, ça se fait dans un gène? La réponse également est non. Donc ceci ne nous apporte pas d'éléments d'information à des nuances près. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. J'étais obligé de l'introduire par la diapo précédente. C'est en fait que si on fait ces analyses de façon séquentielle chez un individu, on va observer une fréquence croissante de détection de T infectés qui portent la même intégration du génome. C'est ce qui est montré ici. Vous avez une fréquence de détection de certaines signatures d'intégration du provirus, donc du HIV dans les lymphocytes TCD4 en fonction du temps, en données ici un peu arbitraires. Mais ça augmente au cours du temps. Et que des intégrations uniques, donc qui ne sont détectées qu'une seule fois, on en trouve de moins en moins. Et l'interprétation de ces courbes qui se croisent, par définition, ça veut dire que les lymphocytes qui appartiennent à ces clones se sont divisés. Donc il y a une fréquence accrue de lymphocytes CD4 qui portent la même intégration. Il y a une division de 2, 4, 8, 16, 32, etc., de la même population. Donc ce qui nous montre qu'effectivement, ce réservoir, même si ça se fait de façon relativement lente, se prolifère, se divise. Certaines des cellules se divisent et amplifient ce répertoire. On peut le montrer encore par des techniques qui consistent in vitro, en prenant donc ici, vous voyez, dans ce schéma expérimental, 200 000 lymphocytes T qui sont au repos d'un individu et de les mettre infectés, d'en les mettre dans certaines conditions
de culture cellulaire en présence de cellules qui vont favoriser éventuellement leur maintien, leur survie, et on va stimuler ces cellules avec une substance qui s'appelle la phytohémagglutinine, PHA, qui va les activer, c'est une lectine qui se fixe à la surface des lymphocytes, notamment sur le récepteur T. Et on va cultiver ces cellules en les piquant une par une, et on va répéter l'expérience au bout du temps, et on va mesurer in fine, dans chacun des puits qui contient une cellule, celles dans lesquelles on va détecter un antigène viral, ici P24, la boule noire. Donc au bout du temps, par induction successive, on a une idée, ici dans le schéma expérimental, 4 cycles de stimulation avec infection, de la fréquence de cellules que l'on arrive à détecter comme porteuses du génome viral. Donc ici, dans cette expérience, mais pour arriver au résultat qui va suivre, il y a environ 1 million de cellules ainsi détectées, mais le point important, qui rejoint ce que j'étais en train de vous dire, c'est que 57% des séquences virales détectées sont récurrentes. C'est-à-dire qu'on va trouver la même. Cette fois-ci, ce n'est plus le lieu d'intégration, c'est la séquence du virus. Comme vous savez, comme il mute, on peut distinguer le génome viral dans un certain nombre de cas. Mais quand c'est récurrent, cela suggère une division des cellules à nouveau. Et donc la conclusion de ce type de schéma expérimental, c'est que la persistance du pool de cellules infectées de façon latente, donc du réservoir, peut se faire grâce à une division cellulaire. La question suivante, c'est comment se fait la division cellulaire. Donc vous avez ici un pool de lymphocytes T. Donc il y a schématiquement 3 mécanismes par lesquels ces cellules du réservoir pourraient s'amplifier. Vous avez toutes sortes de lymphocytes T, donc avec les caractéristiques, les couleurs sont arbitraires et signifient simplement des caractéristiques moléculaires différentes, mais parmi elles, la petite en jaune là, la petite en jaune, on va la revoir ici, et elle peut éventuellement se diviser sous forme de ce qu'on appelle la prolifération homéostatique. Prolifération homéostatique, ça veut dire que les cellules T à bas bruit sont capables de se diviser sous l'effet de la stimulation par des cytokines qui sont présentes dans le milieu environnant, comme par exemple l'interleukine 7 et l'interleukine 15. C'est un phénomène physiologique de maintien du pool de lymphocytes T. Donc c'est une façon ont les cellules de se diviser, qui est indépendante de la présence du génome viral. Une seconde façon de se diviser, c'est que les cellules, ici celles en rose, rouge, reconnaissent un antigène, donc sont impliquées dans une réponse immune. Par définition, elles vont se diviser. Et il se peut que certaines d'entre elles, intentées, aient intégré le génome viral. Et un troisième mécanisme, alors celui-là, les deux premiers, A et B, ils sont indépendants du génome viral. Le troisième mécanisme pourrait être dépendant du génome viral, c'est qu'en fonction du site d'intégration du virus dans le génome de la cellule, que ceci apporte une espèce d'avantage à la cellule qui la fasse se diviser. Donc que ce soit une conséquence directe par le lieu d'intégration du virus dans le génome en modifiant l'expression de gènes qui induisent une plus grande division cellulaire. Donc il y a une espèce d'avantage sélectif. Donc il y a ces 3 mécanismes, encore une fois, prolifération homéostatique, prolifération induite par un antigène, ce sont des caractéristiques immunes de lymphocytes T mémoire classique. Et troisième point spécifique, activation sélective par transactivation d'un gène endogène à côté duquel ou au sein duquel le génome rétroviral s'est intégré, donnant des signaux de survie et de prolifération. Il y a quelques exemples qui ont été décrits dans la littérature de cette situation numéro 3, mais ce n'est probablement pas elle qui rend compte de la division cellulaire. Donc la division cellulaire des quelques cellules du réservoir, elle est probablement liée, encore une fois, à des caractéristiques intrinsèques des lymphocytes T CD4, mémoire, prolifération homéostatique, et puis, une fois de temps en temps, implication de ce lymphocyte T dans une réponse immunitaire. Donc, de façon schématique, si on résume ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent, on a un pool arbitraire ici de cellules infectées de façon latente. Certaines vont mourir avec une cinétique pas complètement connue, mais on a vu qu'elle était assez lente vu la durée, la cinétique globale d'évolution du pool. Mécanisme de la mort de ces cellules, on ne sait pas, elle n'est probablement pas liée à une réponse immune contre le virus, puisqu'elles expriment peu ou pas d'antigènes viraux. Et il y a globalement donc une persistance, la grande majorité de ces cellules persistent, avec une prolifération lente qui équilibre la mort cellulaire. Il y a là un équilibre qui fait que ce pool reste à peu près constant. La problématique, évidemment, elle est en bas à droite, c'est le fait que donc, si pour une raison ou une autre ces cellules s'activent, et ceci peut être lié au hasard ou pas au hasard, elles peuvent se mettre à produire du virus, et là le phénomène de l'infection reprend. Néanmoins, chez un malade traité,
ceci survient, mais est contrôlé par le traitement antirétroviral et fait qu'in fine, la production totale de virus reste extrêmement faible. Mais s'il n'y a pas de traitement antirétroviral, à partir de cette voie-là, il y aura une reprise de l'infection de l'individu, une infection active cette fois-ci. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'identification des cellules du réservoir? Je vais vous redire un mot de travaux que vous a décrit la semaine dernière Moncef Benkiran. Ce qu'il a fait et publié récemment, c'est à nouveau forcément dans un système artificiel, expérimental, à partir de lymphocytes TCD4 infectés par un virus qui porte une protéine fluorescente qui permet donc de visualiser les cellules infectées en ajoutant une molécule, vous allez réentendre parler, qui va permettre d'éviter la mort des cellules dans une phase initiale. Et donc, au bout de 4 jours, il sépare ici 2 populations de ces lymphocytes, ceux qui expriment la GFP, donc, qui est un marqueur indirect d'une réplication virale, donc ce sont marqués ici en bleu, et celles qui n'expriment pas la GFP, dans lesquelles, qui sont VH+, mais qui n'expriment pas la GFP, donc dans lequel il n'y a pas de réplication du virus. Et donc il compare les ARN messagers de l'ensemble de ces cellules entre ces 2 situations, et il observe qu'il y a une différence au moins concernant 111 gènes qui sont exprimés de façon préférentielle, dont 16 protéines transmembranaires, dont une dont il vous a parlé, qui s'appelle CD32A, qui code pour un récepteur pour la partie constante des IgG, et donc qui sont surexprimés dans les cellules infectées sans transcription du génome viral. C'est ce qui est montré ici. S'il regarde en fonction il trie les populations de lymphocytes TCD4 qui expriment beaucoup ou de façon intermédiaire cette molécule CD132, et il regarde le nombre de copies d'ADN globalement dans ces populations. Vous voyez que de façon très significative, il y a plus d'ADN dans les cellules CD132A positives. Donc, et il estime que cela pourrait constituer jusqu'à 50% du réservoir des lymphocytes TCD4, donc qui ont intégré le génome sans réplication, faible réplication. Ces résultats sont relativement discutés aujourd'hui, mais un élément qui... non, ça ne va pas venir tout de suite. Il y a un élément important concernant la localisation de ces cellules sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc on a vu à peu près ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui de la problématique du réservoir, un petit nombre de cellules dont le stock global quantitatif se maintient par division cellulaire et mort lente et susceptible de réinduire la réplication virale à l'occasion d'événements d'activation pas très bien compris de ces cellules. La question, c'est comment venir à bout de ce réservoir et comment attaquer ce réservoir de cellules infectées de façon latente. Schématiquement, on peut envisager 2 méthodes, mais qui pour l'instant n'ont pas apporté leurs fruits, en tous les cas in vivo. La première, c'est d'induire la réplication virale, donc pour que ces cellules expriment les protéines du virus, et donc soit soient sensibles à des médicaments qui agissent sur le virus, soit à une immunothérapie. Donc l'idée est de combiner l'utilisation de drogues qui seraient capables de réinduire l'expression du génome viral, et un certain nombre d'entre elles, dans une certaine mesure, le font, suivi d'une immunothérapie avec des lymphocytes qui vont tuer les cellules à la surface duquel pourront être détectés des peptides d'origine du virus. Donc, ce qui a été appelé la méthode shock and kill. Shock, donc induire la transcription du génome viral, and kill, on tue ces cellules ensuite par le système immunitaire, et en répétant des cycles, en théorie, on peut espérer ainsi venir à bout du réservoir. Il est estimé qu'il faudrait arriver à réduire d'un facteur 10 000 parmi les 100 000 à 1 million de cellules présentes chez un individu infecté, d'arriver à réduire d'un facteur 10 000 le nombre de cellules pour faire disparaître ce réservoir. Comme vous allez le voir, malheureusement, à ce jour, on n'y est pas arrivé. Théoriquement, on pourrait encore imaginer une autre hypothèse, c'est d'inhiber la prolifération d'été du réservoir, ou de les bloquer, ou de les cibler avec des anticorps, peut-être contre CTLA4, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, tentative expérimentale de cette méthode shock and kill, vous allez voir qu'in vitro, ça fonctionne, donc ce qui donne quand même un certain poids à cette stratégie, mais ensuite qu'elle ne fonctionne pas in vivo. Donc ici, l'idée est d'utiliser successivement des agents
dits de réversion de la latence, donc qui vont modifier, qui agissent sur la chromatine et modifier la transcription, en l'occurrence du génome viral, mais tout ceci n'est pas extrêmement clair dans les mécanismes. Et ensuite, d'agir par une immunothérapie avec des lymphocytes CD8 cytotoxiques. Donc ceci, comme je vais vous le montrer dans un instant, a été montré efficace dans des circonstances expérimentales in vitro. Mais on va voir ensuite que la transposition clinique n'est pas efficace et que le modèle in vitro n'est pas tout à fait pertinent. J'y reviendrai dans un instant. Donc voici des expériences qui permettent de réduire le nombre de cellules qui contiennent de l'ADN viral avec des molécules comme ici Brio et ABT199 qui sont des molécules qui modifient le génome et font en sorte que le virus est transcrit. Vous voyez une réduction très significative. Et il en est de même ici. Donc, dans des conditions expérimentales, deux modèles légèrement différents, je n'entre pas dans les détails, ce sont les techniques de mesure du nombre de cellules en situation latente qui changent entre les deux techniques, mais les résultats sont les mêmes. C'est qu'on arrive, en utilisant des drogues qui réinduisent l'expression du virus, à faire ensuite que ces cellules puissent disparaître. Et donc, de façon plus précise, en combinant avec l'immunothérapie, on peut donc, encore une fois, expérimentalement in vitro, ex vivo, ici avec des cellules de malades infectés. Dans un premier temps, on fait agir des agents de réversion, des inhibiteurs des histone déacétylase, qui modifient encore une fois le contrôle transcriptionnel des gènes, ou la substance comme la briostatine dont je viens de parler, ou d'autres substances qui agissent de façon indirecte. Puis ensuite, une fois qu'on a fait le choc, donc induire la transcription du génome viral, ajouter des lymphocytes TCD8 autologues qui vont potentiellement tuer les cellules qui expriment maintenant les protéines du génome viral. On les enlève ensuite pour pouvoir mesurer dans des conditions propres l'ADN persistant. Et ici, l'expérience a été faite en injectant des cellules à des souris immunodéficientes. Donc le système est relativement lourd, mais assez performant. Donc si on compte dans ces conditions, si on compare la situation non traitée, où on n'utilise pas ces agents, ni a fortiori les lymphocytes TCD8, le nombre total de copies de ADN du virus, nombre total, ça veut dire de virus capables de se répliquer et incapables de se répliquer, comme je vous l'ai indiqué au début. Il y a une variation, il y a une diminution, mais encore une fois, là, ça contient aussi beaucoup de cellules dont le génome viral n'est pas fonctionnel. Ici, c'est je ne sais plus c'est la différence entre ces deux figures, mais le résultat est le même. Le point important est ensuite indiqué ici. Oui, pardon, c'est avec les lymphocytes TCD8. Non, mais là aussi, on a les lymphocytes TCD8. On a un effet supplémentaire. L'immunothérapie ajoutée à l'action des agents de réversion, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi, permet de réduire de façon significative le nombre de copies. Mais par contre, donc on le fait avec des lymphocytes TCD4 de malades, si on regarde les unités infectieuses stricto sensu, donc celles qui sont capables, par observation expérimentale, d'une réplication du virus, vous ne voyez pas de différence en fonction de l'adjonction d'immunothérapie. Donc ce qui marchait tout à l'heure, ici, avec des cellules fraîches in vitro infectées expérimentalement au laboratoire, ne fonctionne pas avec des lymphocytes T de malades. Donc, ce qui est a priori surprenant, mais s'explique selon toute vraisemblance, surtout par l'élément numéro 2 ici. Le premier, c'est la possibilité d'une des molécules du virus NEF, en réduisant l'expression des molécules HLA de classe 1, de réduire l'effet des cellules cytotoxiques, mais surtout par le fait que le réservoir présent dans les cellules des malades ici a été l'objet d'une sélection in vivo chez le malade, et notamment de sélection de mutants du virus qui font que les peptides présentés aux lymphocytes T ne permettent pas d'induire une action cytotoxique de ces lymphocytes T. Donc, ce qui veut dire que ce qui marche dans une situation où il n'y a pas eu de présélection du virus in vivo par les réponses immunes ne marche pas s'il y a eu présélection des séquences du virus le long de l'histoire du virus et de la réponse immunitaire d'un individu donné. Donc cette méthode de shock and kill, elle est intellectuellement séduisante, mais elle n'est pas fonctionnelle aujourd'hui pour traiter des malades. Donc on est aujourd'hui encore dans une situation où il n'y a pas de méthode permettant a priori efficacement de contrôler ce réservoir.
Alors, un autre sujet que je voudrais discuter, qui est assez intéressant dans le contexte d'infection par le VIH, c'est le fait qu'un tout petit nombre de malades, on appelle en franglais les long-term non-progressors, ceux dont la maladie ne progresse pas au long cours, ou les elite controllers, donc les contrôleurs, l'élite entre guillemets, évidemment c'est une façon de s'exprimer, une petite fraction de malades, largement moins de 1%, sont capables en gros de contrôler l'infection par le virus, même lorsqu'on arrête le traitement antirétroviral. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas, enfin on met le seuil à un niveau très très faible, d'ARN du virus détectable dans le plasma de ces malades plusieurs années après arrêt du traitement antirétroviral. Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que quand on arrêtait le traitement, 2 à 3 semaines plus tard, la réplication virale reprenait et on retrouvait des quantités importantes d'ARN viral dans le plasma des malades. Donc, ça, c'est vrai pour 99,5% des individus infectés schématiquement, mais il y a une toute petite fraction. Et évidemment, ces sujets sont très intéressants à étudier pour comprendre le mécanisme du contrôle spontané de l'infection ou du quasi-contrôle de l'infection par ces individus. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des individus, par exemple, qui sont aujourd'hui qui vont bien, 35 ans après qu'ils aient été infectés et qu'ils ne soient plus traités ils ont été traités, mais ça ne fait pas 35 ans qu'ils ne sont plus traités, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ne sont plus traités, et qu'ils arrivent à continuer à vivre avec une quasi-absence de l'ARN viral, moins de 50 copies par millilitre de plasma, c'est en règle la définition qui est utilisée, et donc dans un contexte où le traitement a été interrompu de plusieurs années. Ça leur recouvre des situations tout à fait hétérogènes. Ça recouvre une situation absolument exceptionnelle, mais qui est intéressante. Ce sont des individus qui portent des variants génétiques du gène qui code pour le récepteur de chemokine CCR5. Je vous ai rappelé tout à l'heure, et on l'avait évoqué la semaine dernière, que ce récepteur est essentiel pour l'infection des lymphocytes T CD4. Il est exprimé à la surface des cellules CD4. Donc il y a des individus qui ont une mutation qui enlève 32 nucléotides, et donc la molécule est anormale et ne peut s'exprimer à la surface des cellules. Donc les lymphocytes T de ces individus ne s'infectent pas par le virus, et donc c'est une situation qui peut expliquer une résistance. Chez les autres individus, c'est la quasi-totalité des autres, bien sûr, puisque cette situation est très très rare, il faut être homozygote pour cette mutation pour se trouver dans cette situation. Le réservoir est présent, on trouve des cellules qui ont le génome viral intégré, mais très très peu. On va voir tout à l'heure de façon plus précise. Il est présent, donc c'est un réservoir de faible dimension, en sachant que le déficit immunitaire, en règle, il est résolu, mais il y a des malades qui sont en situation hétérogène parce que malgré le fait qu'ils sont stables, qu'ils contrôlent l'infection, ils ont quand même un certain degré de déficit immunitaire. Mais évidemment, le point essentiel, c'est de comprendre comment se fait qu'une fraction d'individus, peu nombreux, sont capables quasi spontanément de contrôler l'infection par le rétrovirus ou de la contrôler quasi complètement. Donc on peut discuter des facteurs qui sont liés au virus lui-même et des facteurs liés à l'hôte, et notamment à ses caractéristiques génétiques, CCR5, cas particulier étant une d'entre elles. En ce qui concerne le virus, une hypothèse évidente serait de considérer que les virus ou que l'essentiel des virus présents, ces individus sont déficients, défectifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se répliquer. Et donc de ce fait, l'infection ne peut pas se propager. Alors, ceci ne peut expliquer le phénomène parce qu'on a pu démontrer, malheureusement, d'une certaine façon, que les sujets contrôleurs peuvent transmettre l'infection. Donc ils sont bien porteurs de virus infectieux. Ils peuvent être contagieux dans cette circonstance, même si, en règle, ce risque est faible. Un autre mécanisme pourrait être qu'il y a eu tellement de mutations dans le virus, des gènes qui codent pour les GAG, POL, NEF, ENV aussi, de telle manière que ces mutations ayant été sélectionnées par les réponses immunes, naturellement comme résistance de la part du virus au système immunitaire, que ces mutations ont un effet défavorable sur le virus qui fait que sans qu'il soit devenu incapable de se répliquer, néanmoins soit biologiquement moins actif et une fitness réduite, une capacité de réplication virale diminuée. Donc c'est concevable, encore un peu compliqué à tout à fait accepter comme il est. C'est plutôt probablement l'inverse qu'il faut considérer. On sait que ces mutations de résistance surviennent précocement. Ça a été documenté au cours de l'infection virale. Donc on peut penser que ce qui se passe plutôt chez et on va le revoir, je vais l'illustrer tout à l'heure,
ce qui se passe chez ces individus contrôleurs, c'est qu'ils sont capables d'établir extrêmement précocement une réponse immune efficace qui réduit la charge virale rapidement et empêche l'établissement d'un réservoir viral de la taille ou de la dimension que celui que nous avons discuté tout à l'heure. Donc c'est plutôt l'inverse de l'hypothèse numéro 2 qui est indiquée ici à travers l'hypothèse numéro 3 qui est probablement la bonne. Les facteurs génétiques, CCR5, j'en ai déjà parlé, il y a ce fameux patient de Berlin dont Monsef Benkiran vous a dit un mot la semaine dernière, un patient infecté qui a reçu une greffe de moelle osseuse pour une pathologie maligne, et il a reçu une greffe de moelle osseuse d'un individu qui portait ces 2 mutations de CCR5, donc dont les lymphocytes étaient réfractaires à l'infection. Et au décours de cette greffe de moelle osseuse, pour l'instant, il est le seul au monde. Il n'a plus de virus détectable, et ceci maintenant dure depuis, je ne sais plus exactement, au moins 10 à 15 ans. Mais c'est un exemple unique au monde, néanmoins, qui est une observation importante. Donc c'est une situation, encore une fois, particulière. Après, on entre dans des choses plus compliquées et beaucoup plus relatives, comme on va le voir. C'est qu'on peut montrer qu'il y a certains allèles des gènes qui codent pour les molécules HLA de classe 1, associés donc à la cytotoxicité des lymphocytes contre les virus, qui sont associés à un certain degré de résistance à l'infection. Comme vous pouvez le lire, et je vais vous montrer quelques données dans un instant, 67%, donc 2 tiers des patients dits contrôleurs, ont des allèles protecteurs, donc qui protègent plutôt contre le virus, donc qui a priori associés à des réponses immunité plus efficaces, contre 37% des non-contrôleurs. Vous voyez que ce n'est pas absolu, ce n'est pas blanc-noir, ce n'est pas 100 versus 0. Donc c'est un facteur de protection ou de risque, si on le prend dans l'autre sens, qui est relatif. Et donc il y a certains allèles HLA, vous pouvez les lire, peu importe, qui sont associés plutôt à une résistance à l'infection, et à l'inverse, qui sont plutôt associés à une protection de l'infection, qui concernent surtout HLA-B. Donc à nouveau, cela va dans le sens de l'idée que c'est l'établissement précoce et puissant des réponses T cytotoxiques qui est protecteur, mais comme vous pouvez le déduire de ces résultats concernant la fréquence relative des allèles HLA protecteurs non protecteurs chez les sujets contrôleurs ou non contrôleurs, cet effet protecteur n'est pas absolu, il n'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a des individus qui contrôlent et pourtant n'ont pas les allèles HLA-B qui sont les plus protecteurs, et certainement pas suffisants, puisque malheureusement, il y a des sujets qui ont les allèles plutôt associés à une protection et qui pourtant voient leur maladie progresser. Donc c'est un facteur de risque, mais pas plus qu'un facteur de risque, qui rend les choses plus compliquées. Et il y a la même chose en ce qui concerne des allèles de molécules qui sont exprimées à la fois à la surface des lymphocytes NK et des lymphocytes T cytotoxiques et qui régulent, qui inhibent les réponses immunitaires. Donc en fonction du type d'allèle, je vais vous montrer dans un exemple dans un instant, la maladie progresse plus ou moins fortement, mais à nouveau, cela met le doigt sur l'importance de la réponse immunitaire liée aux lymphocytes TCD8 et sans doute des lymphocytes NK contre les cellules infectées par le virus. Mais on estime globalement que ces facteurs génétiques ne rendent pas compte de plus de 20% de la variabilité de la charge virale entre différentes personnes infectées. Donc, on est loin d'avoir une explication de ces différences entre les sujets contrôleurs et non contrôleurs, établies uniquement à travers les données génétiques connues actuellement, en tous les cas. Illustration de ce que je viens de vous dire concernant les récepteurs KIR3DL1. Je vais aller tout de suite au schéma pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je reviendrai à l'observation qui suit ici. Vous avez ici un lymphocyte à droite, c'est une fraction de la membrane d'un lymphocyte T ou un lymphocyte NK, susceptible de tuer à gauche une cellule infectée par le VIH et qui exprime un certain allèle HLA-B qui s'appelle 5701. Donc ça, c'est la molécule HLA-1 qui est associée à cette petite boule qui est la bêta-2 microglobuline. Un certain variant de cette molécule qui s'appelle KIR3DL1, qui a une certaine position ici, exprime une isoleucine, I. Cette molécule-là a une forte affinité pour HLA, et cette interaction a pour conséquence d'inhiber la réponse cytotoxique. Donc les individus qui portent l'allèle de KIR3DL1, où il y a la position I en un certain numéro de la séquence de la protéine, ont une situation où la fonction d'inhibition prévaut. A contrario, des individus qui, à la place de l'isoleucine, ont une valine, ont une molécule qui a une affinité beaucoup plus faible pour HLA-B 5701. Donc cela n'est valable que chez les individus qui expriment HLA-B 5701, donc une fraction de la population. Mais donc la liaison ici est plus faible, une moindre inhibition. Donc les individus qui ont ce type d'allèle ont des réponses immunes a priori plus efficaces
en parlant d'individus qui sont HLA-B5701. Okay, donc néanmoins, cela vous illustre un facteur génétique de résistance ou de susceptibilité au virus. Donc, voici les données brutes qui ont été publiées récemment, qui vous montrent donc que le génotype de KIR3DL1, soit si on est homozygote VV, valine-valine, confère une probabilité 5 fois plus élevée d'être un contrôleur du VIH. Si on est B5701, on ne parle que de sujets B5701, les sujets qui sont hétérozygotes VI, valine, isoleucine, sont 2 fois plus souvent contrôleurs que ceux qui sont à l'inverse II. Vous avez ici 2 cohortes, des sujets contrôleurs, il y en a 188, et 136 qui sont non contrôleurs, donc chez lesquels la maladie ne peut pas être contrôlée en l'absence de traitement antirétroviral. Donc ce sont tous des sujets qui sont B5701. Et vous voyez qu'il y a parmi les patients VV, il y en a 91 qui sont contrôleurs et 48 seulement qui ne sont pas contrôleurs, donc 91 sur 188 versus 48 sur 136. Donc ça donne un rapport, un facteur de risque de 5, 0,2, ça dépend dans quel sens on fait la division. Donc ce qui montre que ce schéma-là rend compte, dans une certaine mesure, par le degré de réponse immunitaire que les contrôleurs sont capables de développer par leur lymphocyte T, peut-être par leur lymphocyte NK, de mieux contrôler l'infection parce qu'ils sont moins soumis à cette inhibition, par ailleurs physiologique, un système qui permet de limiter des réponses immunitaires. Bon, donc, si on regarde de façon plus détaillée qu'est-ce qui se passe chez ces sujets contrôleurs, on fait toute une série d'observations. Je fais un peu de phénoménologie qui est en partie intéressante, mais en partie limitée. Mais quelles sont les caractéristiques immunologiques des patients contrôleurs comparés à des patients chez lesquels la maladie progresse? Il y a toute une série d'observations qui ont été faites. Je vais vous en montrer quelques éléments. Je vais l'illustrer ensuite de quelques éléments. Les lymphocytes T CD8 cytotoxiques sont plus efficaces. Ils inhibent la réplication virale des CD4T autologues présents, et ça c'est intéressant sur le plan la signification de ce qui se passe in vivo, au niveau des muqueuses rectales et thymoïdiennes. Ce n'est pas uniquement les lymphocytes T du sang. Je vais vous montrer des données qui illustrent donc une meilleure efficacité, une plus grande efficacité des T cytotoxiques présents dans les muqueuses chez les sujets progresseurs versus les contrôleurs. Je vous dis juste l'inverse de ce qu'il faut, excusez-moi, des progresseurs comparés aux contrôleurs. Okay. On observe que ces lymphocytes CD8 ont moins souvent un phénotype de sénescence, ne sont pas épuisés, n'expriment pas des molécules associées à une certaine inhibition des réponses. A contrario, expressent plus de protéines qui sont associées aux réponses immunitaires, protéines cytotoxiques comme les granzymes, la perforine, la granulolysine, expriment des facteurs de transcription qui sont associés à la différenciation en cellules effectrices, par exemple TIBET, produisent plus d'interleukine 2, prolifèrent mieux. Donc, à chaque fois, sur chacun de ces tests, on a une illustration qui est plus ou moins pertinente, mais qui va dans le même sens. C'est que les performances des lymphocytes T, ici CD8 des sujets contrôleurs, sont supérieures aux performances des réponses des lymphocytes T des sujets progresseurs lorsqu'on examine la réponse contre des antigènes du VIH. Si les cellules, à nouveau, on est dans le contexte des molécules HLA protectrices, donc ils ont plus souvent des allèles qui font qu'il y a une moindre inhibition par les lymphocytes T régulateurs des réponses immunitaires, par exemple une moindre expression d'une molécule immunorégulatrice. Donc tout ça va dans le même sens d'une meilleure efficacité des réponses. Donc globalement, les lymphocytes T CD8 des contrôleurs se divisent plus, ont une capacité cytotoxique supérieure, produisent plus de cytokines, et donc ce qu'on appelle une polyfonctionnalité, enfin le terme n'est peut-être pas très heureux, mais montre globalement une fonction supérieure. Et probablement, je redis ce que je vous ai déjà dit, c'est probablement l'intervention de ces cellules très précocement dans l'infection, dans les premiers jours, qui limite la dimension du réservoir, mais ne l'annihile pas complètement. Ces contrôleurs conservent une certaine quantité de cellules infectées, mais dont le génome viral ne se réplique pas. Si on veut être un tout petit peu sérieux et rigoureux, tout ce que je viens de vous indiquer là peut être considéré comme OK, c'est la cause, cela explique le fait que ces sujets contrôlent mieux le virus que les sujets chez lesquels on ne peut pas se passer du traitement antirétroviral, mais on ne peut pas tout à fait écarter l'hypothèse inverse, c'est pour ça que je l'indique, il faut être prudent dans les observations, c'est que tous ces phénomènes soient la conséquence du contrôle et non pas la cause.
Donc, ça rend les choses un petit peu plus compliquées dans l'analyse. Néanmoins, des éléments qui vont dans le sens de ce que je viens de vous dire. Ici, dans des expériences in vitro, si on mesure la production d'une protéine du virus, P24, chez des sujets ici contrôleurs et des sujets non contrôleurs, dans lesquels les CD4 infectés sont mis en présence de lymphocytes TCD8 en quantité croissante. Dans cette situation de non-contrôle, quelle que soit la quantité de lymphocytes TCD8 ajoutée, la production d'antigène viral reste élevée. Par contre, chez ces deux sujets qui sont des sujets contrôleurs, plus on ajoute de lymphocytes TCD8, ce sont les différentes courbes qui descendent progressivement, moins il y a de production de virus. Donc, qui montre que les lymphocytes TCD8 de ces sujets contrôleurs sont plus efficaces pour contrôler in vitro l'infection virale en tuant les cellules infectées. C'est un exemple, une illustration de ce que je viens de vous dire. Vous en avez une autre ici, à nouveau, qui mesure de la présence par P24 de la production de virus en l'absence ou en présence de lymphocytes TCD8. Si on prend c'est une autre illustration de ce que je viens de vous dire dans une autre donnée expérimentale. Les lymphocytes CD8 de sujets contrôleurs permettent ici, dans cette expérience, chez presque tous les individus, sauf un ici, d'abolir la production de la protéine virale, donc de contrôler, de tuer les lymphocytes TCD4 infectés, alors que chez des sujets contrôle, il ne se passe rien, il n'y a aucun contrôle parce que les cellules CD8 sont inefficaces, non encore immunisées, et chez des sujets virémiques, donc qui ont une infection évolutive, l'efficacité de l'addition des lymphocytes TCD8 en blanc comparé au point noir est minime, comme vous pouvez le voir. C'est montré à nouveau ici, si on mesure dans des tests la présence de l'ARN plasmatique chez les sujets contrôleurs et non contrôleurs, le taux de base est le même parce qu'ils sont traités ici, les non contrôleurs. Okay, donc c'est logique. Mais par contre, si on regarde chez ces mêmes individus la production d'interféron gamma in vitro, donc une des cytokines effectrices des réponses immunes, par les lymphocytes des sujets contrôleurs par rapport aux sujets non contrôleurs traités, encore une fois, donc à charge virale égale, ce qui est sans traitement, avec traitement ici, vous voyez que, même s'il y a une grande variabilité, que les lymphocytes T, chaque point rouge étant un patient différent, les lymphocytes d'un patient différent, les lymphocytes des sujets contrôleurs produisent les lymphocytes des sujets contrôleurs produisent ici de l'interféron gamma, donc une des cytokines importantes des réponses immunes, comparée aux sujets non contrôleurs. Donc, ça illustre encore une fois ce que je vous ai dit. À nouveau ici, comparant les sujets contrôleurs et progresseurs, pour garder cette terminologie franglaise. Parmi les lymphocytes CD8, on a ici chez des sujets HLA B57 positives, et on compte le nombre de cellules qui sont capables, par leur récepteur T pour l'antigène, de reconnaître un peptide du virus issu de la protéine GAG associé à HLA B57. Et vous pouvez voir que chez les sujets progresseurs, il y en a, dans les données expérimentales ici, 5%, quand il y en a 54%, donc 10 fois plus, au bout de 6 jours de culture, chez les sujets contrôleurs. Donc, illustre à nouveau la capacité d'expansion de lymphocytes spécifiques d'un peptide viral chez ces sujets. C'est encore montré ici d'une autre manière, j'insiste un peu, mais vous avez ici le pourcentage de lymphocytes CD4 infectés éliminés, excusez-moi, dans des circonstances, donc on va étudier des lymphocytes de sujets contrôleurs, de sujets qui ne contrôlent pas, ou des sujets traités, non contrôleurs mais traités. Donc à J0, il y a déjà une capacité des lymphocytes CD8 des contrôleurs d'éliminer une fraction non négligeable, en moyenne 25% des CD4 infectés, sans les avoir pré-stimulés in vitro. Si on pré-stimule ces cellules 6 jours au laboratoire, vous voyez que les cellules T CD8 des sujets contrôleurs éliminent la grande majorité des cellules infectées, alors que c'est beaucoup moins le cas pour tous les autres patients. Donc, ce qui montre à nouveau leur plus grande capacité fonctionnelle. On peut montrer par exemple que cela corrèle avec l'activation d'un facteur transcriptionnel qui s'appelle NFAT, qui, lorsqu'il est actif, est dans le noyau, donc ce qui démontre de façon indirecte, sur le plan moléculaire, l'activation des cellules, qu'on retrouve beaucoup plus de NFAT dans le noyau des lymphocytes T CD8 des sujets contrôleurs, lorsqu'ils ont été stimulés pour tuer des cellules infectées, que dans les autres situations.
Et cette donnée-là est peut-être la plus intéressante parce que c'est l'étude, les caractéristiques des lymphocytes TCD8 au niveau de la muqueuse rectale. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure en forme de résumé, mais vous avez ici les données où on compte, on a le pourcentage de lymphocytes TCD8 au niveau de la muqueuse rectale dans 4 situations, les fameux élite contrôleurs, comparé à des nuances ici de sujets qui contrôlent la virémie, mais qui ne sont pas capables complètement d'avoir une charge virale faible ou nulle en l'absence de traitement antirétroviral, de sujets non contrôleurs ou encore de sujets qui sont non contrôleurs traités. Donc il y a plus de CD8 dans la muqueuse rectale, mais surtout plus intéressant, il y a plus de cellules CD8 qui produisent de l'interféron gamma, c'est ce qui est mesuré ici, c'est supérieur aux autres catégories, qui produisent une chémokine qui s'appelle MIP1. Excusez-moi encore, je maîtrise mal cet instrument. MIP1 bêta, qui produisent un peu plus d'une cytokine qui s'appelle TNF-alpha, ou qui sont plus capables de cytotoxicité. C'est un marqueur indirect de cytotoxicité ici qui est mesuré par le relargage des granules cytotoxiques des lymphocytes. Donc, vous voyez, pour ces 5 mesures, si on s'intéresse aux lymphocytes TCD8, ceux-ci sont plus nombreux et sont plus impliqués dans des réponses immunes que les lymphocytes TCD8 présents dans la muqueuse rectale des autres populations, la grande majorité des malades qui n'arrivent pas à contrôler spontanément la maladie. Et évidemment, le rectum est un organe qui est significatif, qui est tout à fait pertinent dans l'étude des réponses immunes des sujets infectés in vivo. Donc je pense que ces résultats sont assez convaincants. Si on essaie de combiner ces données avec l'expression des allèles protecteurs HLA, donc qui sont une façon indirecte de voir ce qu'il en est en termes de cytotoxicité, vous avez ici donc la fréquence de sujets qui expriment HLA B57 et donc qui ont des allèles protecteurs ou des allèles non protecteurs parmi ceux qui sont contrôleurs et à nouveau ceux qui ne contrôlent pas du tout, disons qui contrôlent de façon intermédiaire. Et vous voyez que les non-contrôleurs expriment pratiquement pas, il n'y a pratiquement pas de sujet, en pourcentage des individus, qui... Oh là là, je suis vraiment navré. Il faudrait un instrument, je vais arrêter d'utiliser cet instrument. Il y a beaucoup moins de sujets qui expriment un allèle protecteur parmi les sujets dont la maladie progresse. Et si on combine ça avec les réponses TCD8, les sujets qui sont contrôleurs et qui ont des allèles de classe 1 protecteurs, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, comme HLA B57 par exemple, donc ce sont des sujets, ces sujets-là ont des bonnes réponses immunitaires en moyenne, donc c'est la fraction de lymphocytes impliqués dans les réponses au niveau de la muqueuse rectale toujours. Des sujets qui sont contrôleurs mais qui n'ont pas le bon allèle HLA classe 1, ce n'est pas forcément indispensable, ont une un peu moins bonne réponse, et des sujets qui ne contrôlent pas, qu'ils expriment ou non les allèles protecteurs, ont un niveau de réponse plus faible. Donc c'est à nouveau la façon de dire que la présence de ces allèles protecteurs sont utiles, mais ne sont pas absolument toujours impliqués comme facteurs de protection chez ces sujets dits contrôleurs, et qu'à contrario, on peut avoir les allèles dits protecteurs, donc associés en principe à une meilleure réponse cytotoxique, mais quand même avoir une maladie qui progresse. Donc, les choses ne sont que imparfaitement expliquées par l'expression de ces allèles HLA. Il y a d'autres différences entre les populations des sujets contrôleurs et non contrôleurs. Si on prend les lymphocytes TCD4, par exemple, on peut voir que la production de cytokines est supérieure lorsqu'on mesure ces productions de cytokines chez des sujets contrôleurs par rapport aux non-contrôleurs, et que ceci probablement est impliqué dans l'activation des cellules cytotoxiques. Peut-être il y a un rôle pour les anticorps neutralisants, un large spectre dont je vous ai déjà parlé chez ces patients, mais c'est moins évident. Il y a probablement aussi des distinctions phénotypiques en ce qui concerne les cellules dendritiques, donc les cellules présentant l'antigène, avec une meilleure capacité de présentation d'antigènes, moins de signaux inflammatoires produits par ces cellules. Peut-être aussi des différences concernant les autres populations, lymphocytes T, gamma delta ou les lymphocytes NK, et aussi des facteurs de restriction sur le cycle viral. Bref, il y a un très grand nombre de différences qui ont été décrites concernant l'ensemble en fait, des cellules du système immunitaire entre les sujets contrôleurs et non contrôleurs, qui convergent vers l'idée que les sujets contrôleurs ont une réponse immune plus puissante, plus précoce, et que cela concerne en priorité les lymphocytes TCD8, mais en même temps, on n'a pas une vision globale complète permettant d'expliquer précisément la différence pourtant si importante entre les rares personnes
capables de contrôler spontanément l'infection virale et ceux qui ne le sont pas. Donc schématiquement, dans les phases précoces de l'infection virale et de l'induction de réponses immunes, qui sont schématisées ici, grâce à la présentation d'antigènes, il y a rapidement, en quelques heures, la production de facteurs antiviraux et surtout l'expansion de lymphocytes cytotoxiques, ça prend quelques jours, capables de tuer les cellules. Donc plus cette expansion, cette activation, expansion et fonction effectrice est puissante et rapide, plus la probabilité de contrôler l'infection est grande. C'est ce qui est schématisé ici. Donc chez les sujets contrôleurs, en quelques jours, il y a probablement une expansion. Pourquoi exactement, on ne sait pas. Quelques facteurs génétiques, mais on a vu que ça ne rendait compte que très partiellement de ce phénomène. Une expansion et une fonction par cellule plus efficace des cellules cytotoxiques pour tuer les cellules infectées, et que chez la majorité des personnes infectées, cette expansion et cette activité est moindre. Décidément, c'est une catastrophe aujourd'hui. Et donc la conséquence est un moindre contrôle de l'infection. Et donc le phénotype précoce de contrôle évite la présence d'une charge virale élevée, la dissémination et le déficit immunitaire. Mais derrière cette description qui reste très phénoménologique, malheureusement, il n'y a pas une explication précise des différences entre ces deux situations dans les événements précoces de l'activation. Ce qu'il faut dire, j'ai déjà dit, mais je vous le montre, c'est que le fait d'être un, entre guillemets, contrôleur indique un contrôle opérationnel de l'infection, mais pas une disparition de l'infection. Si on regarde la présence de l'ADN du virus dans les lymphocytes T CD4 du sang, comparant différentes populations de lymphocytes T CD4, lymphocytes T naïfs, les central memory, les cellules mémoire dites centrales et les cellules transitionnelles entre les centrales et les effecteurs mémoire effectrices, vous voyez qu'il y a un gradient de quantité d'ADN détecté, mais on en trouve, c'est ça le message, très très peu dans les cellules naïves, mais quand même il y a une fréquence de à peu près 10 et jusqu'à 100 ici pour les cellules T des contrôleurs. Évidemment, c'est significativement moindre que les sujets non contrôleurs, d'un facteur 10 à 100, comme vous pouvez le voir ici, 10 à 100 à 1000, ça dépend des cas. Mais il y a du virus toujours présent, même chez les sujets contrôleurs. Et il y a probablement derrière cela un contrôle de l'infection qui est anatomiquement défini. En effet, si on retourne vers le lieu de l'infection et le lieu des réponses immunitaires principales que sont les organes lymphoïdes, on voit des différences qui sont assez intéressantes. C'est que l'ADN viral, il est détecté dans les lymphocytes T qui sont présents au contact des follicules des lymphocytes B, dedans et autour, même chez les sujets contrôleurs. Et on le retrouve, vous allez le voir, ça va être schématisé dans un dessin ensuite, en quantité superposable à ce qui se passe à ce niveau-là très précis chez les sujets non contrôleurs. Et vous avez ici la quantité d'ADN détectée dans les follicules, donc sont présents les lymphocytes B, mais avec quelques lymphocytes T dans les ganglions, chez les sujets contrôleurs, et il y en a. Ailleurs dans le ganglion, il y en a moins, et dans le sang, il y en a très 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 peu. Et si on regarde dans quelles cellules on trouve des virus chez les sujets contrôleurs dans les ganglions, on le trouve dans la population blanche, ici, de façon majoritaire, qui sont des cellules T dites follicular helpers, ce sont les T qui sont impliqués dans la coopération avec les B pour produire des anticorps, donc qui sont au contact des centres germinatifs. Ce sont ces cellules-là qui restent infectées, même chez les sujets contrôleurs. Donc on peut schématiser les choses ainsi. En périphérie, tout ce qui n'est pas dans un ganglion lymphoïde, qui est marqué en rose ici, chez les contrôleurs ou les non-contrôleurs, dans toutes ces régions-là, probablement grâce essentiellement aux réponses TCD8 dont je vous ai parlé, on ne détecte pratiquement pas de cellules infectées par le virus, alors qu'on en détecte un certain nombre chez les sujets non contrôleurs. Au niveau des organes lymphoïdes, au niveau des T qui sont autour des follicules B ou ceux qui sont au sein des follicules B, on retrouve des virus pratiquement autant que chez des sujets non contrôleurs. Donc, autrement dit, le contrôle de l'infection, c'est une notion qui n'est pas inintéressante, complexe à expliquer. Le contrôle de l'infection chez les sujets qui spontanément maîtrisent l'infection est compartimentalisé. Ce contrôle est satisfaisant partout, sauf dans les organes lymphoïdes, au contact des follicules B, dans les lymphocytes qui sont dans ces follicules B et dans les lymphocytes qui sont autour des follicules B. Et cette zone-là reste relativement, si je puis dire, préservée de la réponse immune, même chez des sujets contrôleurs.
C'est une différence qui a peut-être une importance et susceptible à l'avenir d'apporter des éléments d'information dans l'idée d'arriver, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que l'infection soit contrôlée anatomiquement dans ce compartiment. Voilà. Donc l'implication de cette affaire, c'est que idéalement, il faudrait, pour reproduire chez chacun des sujets infectés ce qui se passe chez les sujets contrôleurs, obtenir une génération précoce de lymphocytes TCD8 polyfonctionnels, donc à la fois cytotoxiques et producteurs de cytokines, très diversifiés dans leur capacité de répertoire antigénique, et qui soient présents au niveau de la muqueuse et qui aient une mémoire prolongée. Peut-être l'utilisation d'anticorps neutralisants à large spectre pourrait aussi aider par la neutralisation des virus extracellulaires ou présents à la surface de cellules, contribuer au contrôle de l'infection. Mais faut-il y arriver encore ? Le temps passe, donc je vais faire une impasse, je suis désolé, parce que sinon je vais déborder le temps et je ne vais pas pouvoir laisser parler Nicolas. On peut peut-être dire un mot de cette observation. Donc là, on est maintenant sur d'autres facteurs de vulnérabilité à l'infection, indépendamment de cette notion, enfin pas totalement indépendamment, mais j'en parle indépendamment de la notion de contrôle ou de moindre contrôle, et faire une observation qui peut-être, encore que ça reste hypothétique aujourd'hui, avoir une implication thérapeutique. C'est l'observation que, en fonction de caractéristiques des cellules qui sont infectables par le virus, encore une fois lymphocytes T, CD4, de caractéristiques qui précèdent l'infection, le comportement, le déroulé de l'infection est différent. Je m'explique. Ici, on discute de l'expression par les lymphocytes CD4 d'une molécule qui est une intégrine, donc une molécule d'adhésion, qui s'appelle alpha-4 bêta-7, elle est composée d'une certaine chaîne alpha, d'une certaine chaîne bêta. Et cette molécule alpha-4 bêta-7, elle est exprimée par les lymphocytes qui sont présents dans les muqueuses. Et elle est impliquée en fait dans la migration, dans le homing, comme on dit, de ces lymphocytes vers les muqueuses en se fixant à une molécule qui s'appelle MADCAM, peu importe. Il se trouve que certaines souches de VIH se fixent à cette molécule, donc ça sert d'un nouveau corécepteur. Et il se trouve que quand on compare le niveau d'expression de alpha-4 bêta-7 par les lymphocytes TCD4, il y a une certaine variabilité individuelle. Et une étude a été faite sur une population de corps de femmes prostituées, donc à haut risque d'infection en Afrique du Sud. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les personnes qui contrôlaient mieux le virus avaient un niveau d'expression avant l'infection. Ces personnes ont été suivies séquentiellement dans le temps avant d'être infectées, ensuite elles se sont infectées, avaient, ici c'est exprimé en fraction de cellules CD4 qui expriment alpha-4 bêta-7. Ce n'est pas beaucoup moins, mais c'est significativement moins que les personnes qui ont une plus forte expression de alpha-4 bêta-7. Donc les sujets infectés ont un pourcentage de TCD4 alpha-bêta-7 avant infection plus élevé que les sujets non infectés au niveau du col utérin, donc au niveau où ces femmes sont malheureusement infectées. Donc ce qui suggère qu'il puisse y avoir un lien entre l'expression d'alpha-4 bêta-7 et l'infection, qui est rendu plausible par le fait que certains virus, encore une fois, puissent se fixer à la surface de cette protéine exprimée sur les lymphocytes TCD4 muqueux. Il y a une certaine corrélation qui n'est pas explosive, mais entre la fraction de CD4 exprimant alpha-4 bêta-7 avant infection, en vertical ici, et le pic viral précoce et le pic viral après 180 jours. Une certaine corrélation, et qui est plus marquée si on regarde en fonction du temps après l'infection, de la fraction des personnes qui ont un nombre de lymphocytes TCD4 qui reste supérieur à 500, donc un déficit immunitaire plus faible. Le déficit immunitaire, comme vous pouvez le voir, est moins important, en bleu, chez les personnes qui expriment moins alpha-K bêta-7 que la moyenne. Donc il suggère que cette molécule, une expression plus forte d'alpha-4 bêta-7 est associée à un plus grand risque infectieux et à un plus grand risque de déficit immunitaire, ce qui ouvre en théorie l'hypothèse d'un traitement ciblant cette molécule pour essayer de limiter l'infection. Et peut-être ce type de question va être posé dans des modèles expérimentaux chez le singe avant d'envisager une application clinique. Pour terminer rapidement, pour discuter un mot de thérapeutique et de vaccin, pour dire, je vous rappelle ce qui avait été dit d'abord, mais en général, cette fois-ci sur un angle de santé publique,
ce que je vous avais dit lors du premier cours la semaine dernière, c'est que l'objectif actuel de limitation de l'infection, c'est évidemment à travers les traitements avérés, même si ce sont des traitements limitants et non pas des traitements curatifs, et que l'objectif de l'Agence des Nations Unies qui s'occupe d'essayer de diffuser le traitement du sida dans le monde, c'est l'objectif entre guillemets 90-90-90, ça veut dire 90% de malades dépistés, dont 90 traités, dont 90 chez lesquels on arrive à supprimer pratiquement la charge virale, ce qui ferait 73% de la population, ce qui serait un résultat assez remarquable, sachant qu'en 2017, on n'en est qu'à 44%. Et qu'il y a encore donc, 17 millions de personnes non traitées aujourd'hui, 1,8 million de nouveaux cas. Donc, l'objectif premier est évidemment de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des traitements. L'objectif premier, c'est de prévenir. L'objectif numéro 2, c'est de traiter convenablement par les traitements disponibles les personnes qui sont infectées. Et l'objectif numéro 3, c'est d'améliorer ces traitements par les immunothérapies et éventuellement par les vaccins. Donc les stratégies thérapeutiques auxquelles on peut songer aujourd'hui retournent vers des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, essayer d'induire rapidement et intensément, puissamment, une réponse cytotoxique telle qu'elle est observée chez les sujets contrôleurs. Ça, c'est une stratégie possible. Une seconde, c'est, j'en ai pas parlé, mais c'est inhiber un récepteur inhibiteur des réponses immunitaires. J'en parle pas plus parce que je n'ai pas évoqué les données qui justifient cette proposition. La troisième, je viens de l'évoquer, peut-être, c'est très hypothétique aujourd'hui, mais enfin, c'est le ciblage des cellules TCD4 alpha-4 bêta-7. Une autre, c'est d'utiliser, comme cela a commencé à se faire, des anticorps neutralisants pour neutraliser tous les virus extracellulaires. Je vais vous montrer un élément de résultat. Et une autre stratégie à laquelle je crois guère, mais j'évoque parce qu'elle est aussi sur la place publique, c'est de rendre une fraction au moins des lymphocytes TCD4 des personnes infectées réfractaires à l'infection virale en inactivant par thérapie génique l'expression du récepteur CCR5. Ce qui n'est pas très compliqué à faire sur un petit nombre de cellules, beaucoup plus compliqué à faire sur un grand nombre de cellules, ce qui pose problème en termes d'efficacité et qui n'est peut-être pas dénué de risques infectieux. Donc je ne discute pas plus longtemps cette affaire. Je voudrais vous dire un mot des anticorps neutralisants, où il y a des données qui sont plutôt intéressantes. Donc, je vous rappelle que ces anticorps neutralisants sont des anticorps qui sont produits par des sujets infectés après 2, 3, 4 ans, certains des sujets infectés, par des cycles répétés de sélection d'un lymphocyte B à produire des anticorps à très haute affinité pour le virus et qui sont capables de neutraliser les virus, donc empêcher l'infection des cellules, et d'anticorps qui, par ailleurs, reconnaissent des virus très différents les uns des autres, donc qui ont des propriétés extrêmement intéressantes. Donc un certain nombre de ces anticorps ont été caractérisés, modifiés, etc., etc. Et leur utilisation expérimentale, ici chez le singe, qui est assez spectaculaire, puis ensuite en clinique, est plutôt encourageante, je trouve. Ici, c'est un modèle de singe, macaque, infecté par un virus simien humanisé, je n'entre pas dans les détails, et ce que l'on regarde au cours du temps, c'est donc la réplication virale, la détection d'ARN viral dans le plasma de ces singes, soit de singes qui n'ont pas été traités par ces anticorps. Ici, c'est une combinaison de 2 anticorps administrés à J3, J10, J17, avec les singes qui n'ont pas reçu ces anticorps ont une charge virale après infection, évidemment, qui se fait ici, qui explose. Et ici, vous avez les singes traités, il y en a 6 dans cette expérience, et vous voyez que la charge virale reste extrêmement faible, pratiquement indétectable, ce qui est plutôt encourageant à court terme. Et sur le long terme, 3 singes sur 6 continuent de contrôler le virus. Vous avez ici en haut les 3 singes. Chaque groupe de courbes correspond à un singe donné. Donc ici, vous avez en rouge le nombre de lymphocytes TCD4 et en noir la charge virale. Vous voyez que ces 3 singes-là ont une charge virale qui est indétectable quasiment, avec 1 ou 2 pics, je reviendrai là-dessus, et des lymphocytes TCD4 qui persistent, alors que 3 autres singes se comportent de façon plus classique, avec une charge virale en noir, une décroissance chez ce singe-là, c'est manifeste, des lymphocytes TCD4. Mais 3 fois sur 6, c'est évidemment insuffisant, un résultat a été obtenu qui est plutôt encourageant. Et on peut montrer que dans cette affaire, à nouveau, les lymphocytes TCD8 interviennent, parce que si chez ces singes, je vais y arriver, c'est pas si, on inactive, on empêche l'action des lymphocytes TCD8 en leur injectant des anticorps qui vont détruire ou bloquer l'action des lymphocytes TCD8, on a un rebond de la charge virale. C'est chaque petite flèche noire ici. Donc, qui montre que, à nouveau, c'est une autre façon encore, une énième façon de vous montrer que ces lymphocytes TCD8 jouent un rôle important et qu'on aimerait qu'ils jouent un rôle important précoce.
il y a des essais cliniques en cours avec ces anticorps neutralisants chez l'homme, des combinaisons d'anticorps qui ont été modifiés pour qu'ils aient une très longue durée de vie, dont on attend les résultats avec intérêt. Le tout dernier élément que je vais discuter avant de laisser la parole à Nicolas Malel, c'est je ne peux pas dire un mot concernant les vaccins, même si les résultats sont à ce jour relativement décevants. Le moins mauvais résultat, c'était cet essai-là, qui a été effectué en Thaïlande chez 16 000 personnes qui ont reçu soit un placebo, donc c'est une étude randomisée selon des conditions tout à fait strictes, donc soit ils ont reçu un placebo, soit ils ont reçu 4 injections d'un virus qui s'appelle Canarypox, qui comporte une série de gènes qui codent pour des protéines du virus HIV, bien sûr, donc injecté 4 fois, à 0 semaines, 4 semaines, 12 semaines, 24 semaines, puis 2 injections d'un vaccin qui contient que l'enveloppe du virus, à 12 et 24 semaines. Donc ça fait 6 injections, et ensuite ces sujets, évidemment, ont été suivis, et ce qui a été observé, donc ce sont des sujets indemnes d'infection. On essaie de protéger des sujets sains, mais à risque infectieux de développer la maladie ensuite. Et si on compare les deux groupes, la probabilité d'acquérir l'infection HIV est un peu supérieure dans le groupe placebo, la courbe bleue, comparée à la courbe des sujets vaccinés. Donc il y a un effet, mais évidemment il est tout à fait insuffisant, et le protocole est par ailleurs relativement lourd. Mais c'est le meilleur résultat jamais obtenu pour l'instant en termes de vaccination anti-VIH chez l'homme. Donc l'effet est malheureusement à ce jour modeste, il montre la complexité de cette affaire. L'induction des réponses immunes qui est montrée là est observée mais insuffisante. Et je terminerai le dernier point que je voudrais illustrer aussi pour vous montrer la difficulté de ces approches. Ici, c'est une vaccination thérapeutique, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire l'infection, la charge virale chez des sujets qui sont déjà infectés, contrairement à ce que je viens de vous montrer, où c'était des vaccinations de sujets indemnes. Donc à nouveau, un protocole lourd, où des individus, je l'ai appelé sophistiqués, où on essaye d'immuniser contre le virus en utilisant de multiples protéines, multiples antigènes du virus, qui est administré dans un vecteur vivant, un virus vivant atténué, donc ce qui a plus de chances de simuler les réponses immunitaires. On ajoute une cytokine qui est présente sous forme de son gène, qui code cette cytokine l'IL-12 associée au plasmide de l'ADN viral, et avec des systèmes d'électroporation in vivo pour augmenter encore le nombre de cellules dans lesquelles ce matériel est présent, dans les cellules présentant l'antigène. Donc, les individus ont reçu 1, 2, 3, 4 injections d'un plasmide d'ADN HIV IL-12 ou un placebo, et des injections ensuite d'un virus vivant atténué portant le gène de GAG, donc de protéines du virus, 2 fois, 24 semaines et 48 semaines, phase pendant laquelle les malades sont toujours traités, reçoivent le traitement antirétroviral. Puis on essaye d'arrêter le traitement antirétroviral, décidément, entre la semaine 56 et 72, et ensuite on reprend le traitement antiviral et on regarde ce qui se passe pendant évidemment la phase ici critique, et ce qu'on a permis de réduire la reprise de la réplication virale grâce à cette vaccination. Et la réponse est absolument décevante, malgré la sophistication et la complexité de l'approche, puisque si on compare les sujets vaccinés et les sujets du groupe traités par le placebo, je vais y arriver, la reprise de la virémie à l'interruption du traitement antirétroviral, avec malheureusement, il y a une reprise comme attendu dans ce groupe en bleu placebo, mais c'est la même chose, quasiment la même chose, c'est tout à fait la même chose chez les sujets vaccinés. Si on regarde le compte de lymphocytes TCD4, il n'y a pas non plus de différence. Donc malgré la relative complexité de cette stratégie de vaccination thérapeutique, on n'arrive toujours pas à contrôler la reprise de la réplication virale. Le réservoir ne bouge pas, c'est exactement la même chose. Donc, pour terminer, on comprend mieux ce qui se passe en termes de biologie de l'infection virale. On comprend mieux ce qui se passe en termes des effecteurs des réponses immunes qui sont mis en jeu contre le VIH, un peu mieux le fait que comment s'établit le réservoir, que certains individus sont capables de contrôler, un tout petit nombre sont capables de contrôler le virus sans, comme vous avez vu, qu'on en perçoive de façon tout à fait fine les mécanismes, qui fait que malheureusement l'infection par le VIH reste un sujet d'actualité, un sujet de santé publique parce que par ailleurs tout le monde n'a pas accès aux traitements tels qu'ils existent aujourd'hui, et un sujet plus largement parce qu'on n'a pas la solution encore en termes d'immunothérapie ou de vaccin pour contrôler cette infection, même si un certain nombre de stratégies se dessinent pour le futur.
Voilà, moi je vais m'arrêter là. On va prendre 2 minutes le temps que Nicolas Manel s'installe pour faire son séminaire.